Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous, le dernier numéro de 2019. Et pour cela, je suis sur le marché de Noël de Charleroi. Ensemble, on va feuilleter l'album souvenir de l'émission, histoire de vous donner quelques idées d'excursions pour vous dégourdir les jambes entre les fêtes. Et on commence tout de suite avec deux destinations. Deux édifices religieux exceptionnels, la cathédrale de Tournai et la basilique de Saint-Hubert. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Tournai. Nous allons découvrir ensemble quelques monuments importants, dont notamment la cathédrale qui est quand même l'emblème de notre ville. Et si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas, ce n'est pas un monologue. Cette cathédrale est un édifice religieux qui a été construit directement en tant que cathédrale. C'est une splendeur du gothique scaldien, c'est le patrimoine majeur de Wallonie et la seule cathédrale qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est une cathédrale notamment pour la partie romane, comme disent les archéologues, qui est restée dans son jus. C'est-à-dire que les murs de la nef sont authentiques et vraiment intacte. Madame, en voyant la cathédrale, elle me semble immense. Et vous avez l'œil, vous avez entièrement raison, puisque la cathédrale de Tournai est plus grande que Notre-Dame de Paris. Elle mesure 134 mètres de long. Et puis surtout, indiquer que la tour centrale, la tour lanterne, est la plus ancienne d'Europe occidentale. Ça, c'est important. Oh, regardez, les jardins de l'évêché sont ouverts. On va jeter un œil, c'est un véritable coin de paradis près de la cathédrale. C'est ici que vit l'évêque. Oui, Monseigneur Arpini est le 100e évêque de Tournai. Après ce détour par les jardins de l'évêché, cap sur l'intérieur de la cathédrale, bâtie entre le XIIIe et le XIVe siècle. Maquettes, chapitres sculptés de motifs, jubés Renaissance ou encore vitraux sont à découvrir et à contempler. Venez voir. C'est une merveille, ces vitraux. Ils datent de la fin du 15e, début 16e, 1500, grosso modo. Et ce sont des vitraux qu'on appelle des privilèges. Ça veut dire que le chapitre cathédrale s'était octroyé des droits économiques, notamment, regardez dans la partie centrale, vous voyez, la partie supérieure, sur par exemple la vente du vin, la vente de la bière. Vous allez comprendre l'évolution du travail et de la connaissance de la pierre. Parce que vous avez des chapiteaux tout simples au début de la nef, mais vraiment très élaborés à la fin de la nef. Donc c'est une rose, c'est un élément gothique que l'on a placé dans un mur roman. Au centre, vous avez la Vierge, une sédence, une Vierge assise, comme à l'époque romane, avec l'alpha et l'oméga. Puis vous avez en jaune, vers l'extérieur, des anges, des messagers divins. Puis vous avez les signes du zodiaque. Donc ce sont des fouilles qui ont été menées côté nord de la cathédrale. Et lorsqu'on a retiré le carrelage, il y a une trentaine de défunts qui se sont fait inhumer, ce qu'on appelle ad sanctos, dans le lieu saint. Étape, la basilique de Saint-Hubert, où le saint patron des chasseurs est évidemment omniprésent. Il faut dire que la ville, qui s'appelait autrefois Andin, a fini par prendre le nom de celui que les pèlerins venaient prier. Les pèlerinages étaient très nombreux. Et les gens se disaient alors, on ne va pas à Andin, on va en pèlerinage à Saint-Hubert. Donc à Monsieur Hubert, à Saint-Hubert. Et donc du coup, de fil en aiguille, ce nom Andin s'est modifié pour devenir aujourd'hui Saint-Hubert. Alors bien sûr, la question se pose, qui était ce fameux Hubert ? Hubert est un grand personnage autour du 7e siècle
au 7e siècle après Jésus-Christ, et il lui arrive une aventure un peu spéciale. Hubert est un aristocrate, donc son sport favori pour les aristocrates qui doivent s'entraîner à la guerre, c'est la chasse. Un jour, il ne peut pas chasser, c'est le vendredi saint, le voici en route dans la forêt, et il est à la chasse d'un grand cerf extraordinaire, qu'on dit même un cerf blanc. Donc il chevauche, talonne le cerf, et puis à un moment donné, le cerf se retourne vers lui, et ce cerf, il a une croix entre ses doigts, et le cerf s'adresse à lui. Et du coup, Hubert tombe à genoux, et le cerf lui dit « Convertis-toi ». Voilà pour la conversion d'Hubert. Il est maintenant temps de partir à la découverte de cette basilique qui, il faut bien le reconnaître, attend quelques petits travaux de rénovation. Richard, on arrive dans la crypte. Ici, on peut remonter un peu le temps de cette basilique. Oui, et c'est étrange. À la fois, on descend au point le plus bas de la basilique, oui. Mais en plus, on remonte dans le temps. On arrive ici, les traces les plus anciennes, c'est de 1080, autour de ça. Donc c'est vraiment un lieu très important, le plus bas et le plus ancien, ici en tout cas, de l'espace de la basilique. La basilique qui se trouve au-dessus de nous, elle date de quand alors ? La basilique telle qu'elle est aujourd'hui, elle date du XVIe siècle. Elle a été reconstruite à la suite d'un incendie en 1525. Dans la crypte se trouvent les tombes des abbés de l'abbaye de Saint-Hubert. Surtout, n'allez pas chercher la sépulture de Saint-Hubert lui-même. Personne ne sait où se trouvent ces reliques. Elles ont disparu depuis le XVIe siècle. En gros, on ne sait pas, mais les moines gardaient le secret et qui se transmettaient de génération en génération de moines, donc de prieur en prieur ou d'abbé en abbé, qui ont gardé le secret très jalousement. Et puis le dernier abbé est parti avec son secret, et les moines sont partis aussi à partir de 1796, avec la fermeture de l'abbaye. Ils sont partis avec leur secret. On ne sait toujours pas où se trouve le corps de Saint-Hubert. Richard, cette fois-ci, on est tout au-dessus de la basilique de Saint-Hubert, avec une charpente extraordinaire qui date du XVIe siècle alors? Oui, c'est une charpente homogène du XVIe siècle, avec une série de fermes qui se succèdent l'une à la suite de l'autre. Les fermes, c'est les structures en bois. Oui, c'est ça, c'est le triangle, chacun des triangles de bois, formés d'un entrée d'une dizaine de mètres, d'un poinçon d'une dizaine de mètres aussi, avec une pente de toiture de 60 degrés, comme on le faisait à l'époque du gothique, à l'époque du Moyen-Âge, enfin si je peux dire, le Moyen-Âge finissant. Je vous le disais, nous sommes sur le marché de Noël de Charleroi qui s'étend sur deux places, la place verte et la place de la Digue. Ici, vous trouverez une cinquantaine de chalets, de quoi déguster quelques petites gourmandises de fête, mais aussi de faire quelques emplettes à mettre, pourquoi pas, sous le sapin. Il y a aussi une patinoire sur laquelle est organisée tous les vendredis une boum. Allez, on continue avec deux destinations qui doivent tout au génie humain, le plan incliné de Ronquières et les barrages de l'Odeur. Pourquoi est-ce que l'homme s'est mis en tête de construire des ouvrages d'art comme Strépitieux ou Ronquières? C'était nécessaire? Il y avait un souci principal, c'était d'économiser l'eau sur une voie d'eau totalement artificielle qui va relier le bassin fluvial de la Meuse au bassin de l'Escaut. Donc tous les bateaux vont, pour relier ces deux bassins, monter sur un niveau supérieur de tous les canaux de Belgique. Il culmine à 121 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est ce qui nous préoccupe ici en partie supérieure de Ronquières ou encore en partie supérieure de Strépitieux. Et arrivés là en haut, ils vont redescendre pour aller vers l'autre bassin. Et donc pour Ronquières, ils vont devoir descendre une chute de 68 mètres. Et si on construit en lieu et place de Ronquières un principe d'écluse, les bateaux dans les écluses, ils rentrent dans un sas, on vide l'entièreté du sas de son eau, ici il en aurait fallu 3 ou 4 modernes, et toute cette eau, elle s'écoule vers le bas. Et notre canal artificiel ici en partie supérieure, avec tous les bateaux qui passent au plan incliné ou encore au grand ascenseur à bateau, puisque c'est le même niveau, eh bien notre canal serait asséché. Voilà pour le rappel. Intéressons-nous maintenant à Ronquières. Le principe du plan incliné est simple. Prenez un bac de 91 mètres de long, 12 de large et 3,70 mètres de profondeur rempli d'eau. Ouvrez la porte, faites entrer une péniche, refermez bien sûr la porte et puis faites-le circuler sur des rails le long d'un plan incliné de près de 1,5 km.
technique, mais nous, on a un guide, c'est Xavier. Alors quand on est un petit peu un visiteur naïf comme moi et qu'on voit ça, on se dit oui, 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 un grand bac, une grande péniche, tout ça tiré par de simples câbles, il n'y a pas de danger. Alors l'astuce technique justement, c'est d'utiliser, bon, il y a une grande masse d'eau, mais l'astuce technique, c'est d'utiliser le contrepoids pour compenser une grande partie de l'effort à tirer. Et donc, réellement, que font les moteurs? Ils compensent les frottements, c'est-à-dire tout ce qui est friction, et aussi les différences de niveau d'eau dans le bac. Parce que quelques centimètres d'eau, ça représente des tonnes à tirer en plus. Ce bac, il ne s'agit pas de le manipuler de manière chaotique, parce qu'il y a quand même de l'eau et un bateau dedans. Il y a une façon de tirer ce bac. Il y a une façon de l'accélérer, de maintenir sa vitesse et de le décélérer, qu'il faut un régime contrôlé, parce que sinon on produirait une vague et le bateau irait en oscillation dans le bac et irait même en percussion sur les portes. Donc tout ça est régulé avec des systèmes automatiques maintenant. Allez, on quitte la salle des machines située tout en bas et je vous emmène 125 mètres plus haut au sommet de la tour. Pascal, on est tout en haut de la tour et je vais me faire gronder par Xavier, mais cette tour, en fait, elle ne sert à rien. Il exagère un petit peu. C'est vraiment pour le prestige qu'on a construit cette tour du plan incliné de Ronquière. 125 mètres de hauteur, construite en seulement 34 jours. Et on y a un panorama exceptionnel. On voit à 35 km Bruxelles, l'Atomium, vous voyez aujourd'hui avec les boules qui brillent au soleil. Le Lion de Waterloo, bref, on a une vue imprenable sur un très grand environnement. Je vous souhaite la bienvenue au lac de l'Odeur. Mais de rien. Je m'appelle Lucie, je vais être votre guide pendant cette visite. Si vous avez des questions pendant celle-ci, n'hésitez pas, j'ai quasi réponse à tout. Devant son immense maquette, Lucie, la guide, détaille les lieux. Les lacs de l'Odeur comprennent 5 lacs, 3 pré-barrages et 2 barrages. L'ensemble a été construit entre 1971 et 1978. Le but de ces travaux pharaoniques était triple. Approvisionner la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles en eau, contrer les inondations et produire de l'électricité. Alors, pour avoir toute cette eau, au total, on a 4 cours d'eau. On a donc la rivière Odeur qui vient de Serfontaine, mais on a aussi la Soumois, le Rijaune et l'Herpion. Ces 4 cours d'eau vont alimenter 3 premiers lacs qui sont Falamprise, Rijaune et Féronval. Et ces 3 lacs-là vont alimenter le lac de l'Odeur par le principe des vases communicants. Ils avaient calculé qu'il fallait au moins 50 millions de mètres cubes d'eau pour la Sambre. On a donc créé un 5e lac qui est ici, lac de la Plate-Taille. Alors de ce côté-là, il n'y a pas de ruisseau, pas de rivière et ce n'est pas l'eau de pluie qui a rempli le lac pour avoir de l'eau. À l'endroit où la vallée était la plus petite, on a construit un barrage. Au pied de ce barrage, une centrale avec 4 turbopompes et on a pompé l'eau pendant 3 ans pour avoir le lac de la Plate-Taille. Et c'est dans ce fameux barrage que Lucie emmène son petit groupe. Un peu plus loin, vous allez voir 2 puits où il y a des grandes stalactites qui sont bien en place. Pour vous donner une idée, quand vous visitez une grotte, il faut attendre 100 ans pour 1 cm de stalactite. Ici, après 40 ans d'existence, on a de jolis spécimens. Mais contrairement à une grotte, ici on n'a que le béton à passer, le flux d'eau est plus rapide et dans une grotte, c'est jamais que quelques gouttes qui arrivent après avoir passé toutes les couches de terre. Et oui, le béton du barrage de la Plate-Taille n'est pas tout à fait étanche. Il n'est qu'à 80% imperméable. Ce n'est pas une erreur de conception, ce choix a été fait pour éviter une trop grande pression de l'eau. Résultat, en moyenne, 200 000 litres d'eau arrivent à se faufiler jusqu'à la galerie, et ce, tous les jours. Selon le groupe qu'on a, si c'est plus intimiste quand on a 2, 5, voire 10 personnes. Les grands groupes comme ça, il faut vraiment mettre plus d'énergie parce que forcément, on n'a pas de micro, donc il faut pouvoir donner notre voix, surtout dans la galerie, qui a une bonne acoustique, et on essaie vraiment de gérer au mieux. Et en fonction du public, on adapte nos informations et autres. Le but du jeu, c'est de faire passer un bon moment aux gens et de passer un petit peu vraiment, un petit peu d'humour et de ça pour vraiment pas faire passer. Allez,
pour que l'information passe bien et tout ça. Après, on a des informations un peu plus techniques à faire passer, donc là, on devient un peu plus sérieux, mais on reste toujours sur la bonne humeur. On se trouve actuellement au pied du barrage de la Plate-Taille, qui est juste ici, 50 mètres de béton, visible, 20 mètres ancrés dans le sol pour assurer la bonne stabilité. Derrière ce mur, le lac de la Plate-Taille qui a son maximum à 70 millions de mètres cubes d'eau. En cas de débordement suite à une tempête trop pluvieuse ou voilà, on a, pour éviter d'avoir de l'eau sur la route, une série de pertuis. Ce sont les trous qu'on aperçoit ici à droite. Il y en a une série à gauche, ça permet d'évacuer le trop-plein d'eau. L'eau va s'évacuer le long du barrage, tomber dans des bacs en cascadelle et l'eau va être réinjectée dans le lac de l'Odeur de l'autre côté. C'est un phénomène assez rare à voir, puisqu'au mois de mars, quand ça a eu lieu, ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors on voit aussi cette magnifique tour ici, qui fait 107 mètres de haut. Elle a été construite en 38 jours, 38 nuits sans s'arrêter. C'est un seul bloc de béton et techniquement parlant, elle ne sert à rien. Comme à Ronquières, où là aussi on a édifié une tour totalement inutile, les gestionnaires touristiques des lieux ont fini par lui trouver un usage tout à fait intéressant. La tour sert de panorama. De là, par temps clair, on voit jusqu'au terril de Charleroi. Un spectacle grandiose que Lucie a la chance de contempler tous les jours. Des marchés de Noël, évidemment, il n'y en a pas qu'à Charleroi. On peut même dire qu'en la matière, vous avez l'embarras du choix parce qu'il y en a aux quatre coins de la Wallonie. Certains ne durent qu'un week-end et d'autres s'étalent sur toute la période. Alors voici une petite sélection, par définition pas du tout exhaustive, des marchés de Noël qui s'étalent sur plusieurs semaines. Vous pourrez faire vos emplettes de Noël à Durbuy, à Liège, à Namur, à Louvain-la-Neuve et aussi à Maret-Dessous. Allez, on enchaîne avec deux destinations. Je vous emmène cette fois à la Maison Villers à Malmedy et dans les jardins du château de Freyre, près de Dinan. Bien sûr, ce commerce florissant a considérablement enrichi les grandes familles de tanneurs. La meilleure preuve, c'est la Maison Villers. On est maintenant dans la cuisine de la Maison Villers. Marie-Jeanne, cette maison, elle a une histoire vraiment très particulière. Tout à fait, Céline. C'est une maison qui a été construite après l'incendie de 1689. C'était la première maison reconstruite en dur. L'année de construction se trouve sur la façade, 1724. Elle a été construite par d'un tanneur, riche tanneur, je vais dire, et elle prend la place de 3 maisons, en largeur de 3 maisons de l'époque. Alors elle a été aménagée également selon les goûts de l'époque pour des personnes très fortunées, vraiment très fortunées, et qui voulaient faire montre de leur argent et dire « moi je peux me permettre de reconstruire une demeure de cette taille et de ce luxe ». La particularité de la Maison Villers, c'est que son intérieur n'a pratiquement pas changé depuis le XVIIIe siècle. Les propriétaires successifs ont veillé à conserver les lieux dans leur état original. Une prouesse d'autant plus impressionnante que la maison a été habitée jusqu'en 2003. Jusqu'en 2003, Mademoiselle Villers, la dernière occupante, a cuisiné, vécu, habité, elle recevait, elle vivait dans cette maison. Eh bien, nous allons maintenant passer dans le salon de chasse de M. Mostert, qui avait épousé Mademoiselle Cavens, qui était la fille du propriétaire. Et donc, voilà, M. Mostert était un personnage qu'on voit là sur le tableau, était un personnage fort important à l'époque pour Malmedy. Il était tanneur très riche aussi. Il a été bourgmestre à plusieurs reprises. Et s'il montre dans le salon où il représente les différents types de chasse, s'il montre la chasse au cerf, c'est que il a obtenu l'autorisation du prince abbé de pouvoir chasser les cerfs. À l'époque, c'était le prince ou le seigneur de l'époque qui pouvait donner cette autorisation et il fallait l'autorisation pour pouvoir chasser. Et en le représentant là, il disait « moi, j'ai cette autorisation ». Voilà. C'était pas innocent. C'était absolument pas innocent, ça mettait en valeur son importance. Après cette leçon de bon sens dinantais, direction le château de Freyre, quelques kilomètres en amont. Jean-Guillaume, on arrive dans les jardins du château de Freyre, voilà, qui sont somptueux. Hein. Bienvenue donc, oui, ils sont très jolis. Ils sont d'époque et ils sont très bien maintenus. Alors, de quelle époque? Alors, ils datent donc du XVIIIe siècle.
Ils sont d'inspiration donc française, on pourrait dire donc un jardin à la Le Nôtre, avec un jardin en 2 plans. Un plan supérieur et ici la partie inférieure où nous nous trouvons. De part et d'autre, on a également donc ces jolis bassins et donc qui sont entourés de tous les d'orangers et de citronniers également. Ces arbres ont pour certains d'entre eux plus de 300 ans. On raconte qu'à la Révolution française, ils ont sauvé le château de Freyre. À l'époque, le maire de Givet, la ville française voisine, est un farouche révolutionnaire, proche de Robespierre. Décidé à brûler le château, il veut d'abord voler les orangers. Le hic, c'est que les orangers sont lourds et que ça lui prend plusieurs jours de les mettre sur des péniches. Entre-temps, le vent a tourné à Paris, Robespierre est guillotiné, tout comme notre voleur. On arrive donc au pavillon Frédéric Salle, qui a été construit en 1775 par Philippe de Beaufort pour son fils Frédéric. Et ce pavillon a également servi d'accueil à un bal qui était donné en l'honneur de Marie-Christine d'Autriche, fille de Marie-Thérèse, qui était gouverneure des Pays-Bas autrichiens. Et pour sa venue à Freyre, donc, le bal a été tenu donc ici. Les jardins du château de Freyre abritent aussi un véritable labyrinthe. Plusieurs kilomètres de charmilles y sont en effet plantés. Aux amoureux de s'y perdre ou aux enfants d'y organiser des parties de cache-cache. Allez, après toutes ces idées d'excursion, j'ai encore quelques événements à vous proposer, histoire d'occuper vos longs week-ends d'hiver. Et on commence par une expo, c'est la sortie par excellence en cette saison. On sort de chez soi et on reste au chaud. Alors, cette expo, elle se déroule jusqu'au 26 avril au musée du Masque de Binge et elle s'intitule Ticuna, peuple d'Amazonie. Elle vous fera découvrir cette ethnie indienne du Brésil, sa mythologie, sa vie quotidienne et ses rituels masqués. Santé. Allez, une petite idée pour la Saint-Valentin. Le week-end des 14 et 15 février, le château de Bouillon vous propose des visites spéciales pour les amoureux. Vous aurez l'occasion de découvrir le château à la lumière des flambeaux, accompagné d'un guide habillé comme au Moyen-Âge. Vous pourrez aussi visiter les souterrains du château en compagnie de votre Valentin ou de votre Valentine. Attention, soyez prévoyants, les réservations sont obligatoires. La maison du patrimoine médiéval Mozan à Bouvines, où je vous avais emmené au printemps, organise une exposition intitulée « Gardiens de nos églises ». Elle présente une quarantaine de statues anciennes de saints. Il s'agit de les redécouvrir dans leur contexte historique et religieux. Cette exposition est à voir jusqu'au 1er mars. J'ai encore une exposition à vous proposer, je vous le disais, cette saison. La Cité Miroir à Liège accueille jusqu'au 2 février une exposition consacrée à un personnage célèbre, mais à la fois méconnu, Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Ce qu'on sait peut-être moins de lui, c'est que Charles Darwin était un grand humaniste et un anti-esclavagiste. L'expo vous propose donc un véritable voyage dans la pensée de ce grand homme du 19e siècle. On termine cet agenda par un spectacle qui sera présenté à l'abbaye de Villers-la-Ville entre le 20 et le 27 décembre. Le show s'intitule À bois. C'est un spectacle de cirque équestre et théâtral présenté par la compagnie Tampodéol. Il raconte l'histoire d'un jeune bûcheron qui veut abattre un arbre gigantesque et tentaculaire qui pourrait lui assurer la prospérité. Évidemment, vous vous en doutez, sa quête sera semée d'embûches. Bienvenue chez vous, s'achève ici. De notre côté, on va observer une petite trêve hivernale. On vous revient au mois de mars, on aura plein de surprises. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour 2020. N'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous.